j'ai décidé de vous montrer quelques aspects du travail de l'historien. Je vous enseigne principalement les grands courants d'histoire, depuis votre première jusqu'à votre troisième. Je vous explique aussi dans les cours de didactique quels sont les grands principes qui permettent de construire une leçon. Maintenant, on va passer à un autre aspect de la profession d'historien, c'est-à-dire, d'une part, la capacité à lire des écritures anciennes, et ensuite de faire une analyse diplomatique du document que vous allez avoir bientôt devant les yeux. Première étape, donc, de mon cours, une partie bibliographique, où je vous montre quelques livres, pas nombreux, qui vous donnent des conseils et qui vous expliquent l'histoire de l'écriture au Moyen-Âge et au temps moderne. Ça va? Ensuite, vous aurez la partie du déchiffrement du document, puis, de nouveau, introduction bibliographique pour la diplomatique, et puis on fera l'analyse de ce qu'on appelle un diplôme, c'est pour ça qu'on parle de diplomatique. Je vous expliquerai donc quelles sont les deux sciences dites auxiliaires qui s'occupent de l'analyse de ces documents. On commence donc par une introduction à la paléographie. Alors tout d'abord, la paléographie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une subdivision de la graphologie. La graphologie, c'est donc l'étude des écritures tout court. Et la paléographie, elle, s'intéresse plus particulièrement aux écritures anciennes. Elle ne s'occupe pas donc des écritures actuelles. Alors ça nécessite évidemment un apprentissage, parce que les écritures, vous pensez bien, ont évolué depuis l'Antiquité. Une écriture grecque de l'époque hellénistique est différente d'une écriture grecque de l'époque classique, et de la même manière, une écriture en latin de l'époque mérovingienne, bien, ça ne correspond pas à une écriture de l'époque carolingienne ou du XIIIe siècle. Moi, je ne vais pas ici vous faire un cours d'histoire de l'écriture, ça n'aurait pas de sens, puisque ce n'est pas à ça que vos études vous destinent ici. En revanche, j'ai décidé de vous montrer donc à partir d'un cas particulier que j'ai choisi parce que linguistiquement il n'y a pas de difficulté particulière, c'est de l'ancien français, donc ce n'est pas du latin, ce n'est pas de l'ancien néerlandais ou d'autres langues, le vieil allemand, le vieil anglais, etc. Non, c'est du français. C'est du français du XIVe siècle, donc ça se rapproche quand même très très fort du français actuel. Et ensuite, parce que le document que nous allons analyser ensemble n'est pas trop difficile à déchiffrer. Un document d'époque mérovingienne, là je peux vous dire que c'est très difficile, ça ressemble à des macaronis, vraiment. Et les écritures du XVIe et du XVIIe siècle sont de nouveau très difficiles. Donc curieusement, les écritures du Moyen-Âge classique sont plus faciles à lire que les écritures antérieures ou postérieures. Donc j'ai pris vraiment un document que vous allez découvrir dans quelques instants, donc qui ne pose pas de difficultés paléographiques particulières. Donc je répète, la paléographie, et vous notez ces définitions, c'est donc l'étude des écritures anciennes qui permettent de déchiffrer les documents, sans quoi l'historien ne pourrait pas faire son travail. Nous avons déjà fait des exercices de critique historique, mais sur base de traduction en français et sur base de transcription. Donc je dirais qu'il n'y avait plus, pratiquement plus de difficultés, tandis qu'ici on va essayer de remonter. Vous êtes en deuxième année, donc on peut un petit peu corser les choses. Un peu, pas trop. Voilà. Alors, premier ouvrage que je vous montre, c'est un grand classique qui date de la fin du XIXe siècle, mais qui a été réédité il y a 40 ans. Ce sont les éléments de paléographie du chanoine Reusens, publié à Louvain, Bruxelles. Alors, vous avez dans ce volume, donc, de nombreux textes
où on vous explique, je dirais, chaque fois les particularités de chaque écriture à travers le temps. Je montre cette page-ci à titre d'exemple. Et on essaye de vous montrer que suivant les régions, suivant les époques, vous avez donc une écriture différente. Ça, c'est un ouvrage plus récent dû à un professeur de l'Université de Liège, Jacques Stiénon, qui a publié chez Armand Collin dans la collection U, Paléographie du Moyen-Âge. Là aussi, vous avez tous les trucs, toutes les recettes pour pouvoir lire un document de l'époque médiévale. Pour l'époque qui correspond au temps moderne, vous avez un livre, toujours chez Armand Collin dans la collection U, de Gabriel Audizio et Isabelle Bonneau-Rambaud, Lire le français d'hier, manuel de paléographie moderne, 15e, 18e siècle. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que les textes sont classés par ordre de difficulté. Vous avez d'abord les textes les plus simples, ou à la limite, il ne faut pas avoir de cours de paléographie pour pouvoir les lire, et puis ça va vers les textes les plus difficiles. Donc c'est comme pour les langues, en assimile, on commence avec des phrases simples, et puis on va vers des textes de plus en plus compliqués. Donc vous avez chaque fois dans ce volume, sur la page de gauche, la transcription, et sur la page de droite, vous avez le texte original. Un certain nombre de ces documents, qui viennent d'ouvrages différents, ont été reproduits dans votre syllabus de critique historique, numéro 2, dans lequel nous allons travailler au second quadrimestre. Encore un ouvrage que j'ai pu montrer à certains d'entre vous avant de commencer le cours, un ouvrage de Cornelis Decker, Roland Battens et Suzanne Dechamps, qui s'intitule « Album de paléographie concernant les 17 provinces », c'est-à-dire les Pays-Bas anciens, la Belgique et les Pays-Bas actuels. Voilà, c'est édité par Brepols. Je vous montre quelques pages à l'intérieur de ce livre. Vous avez partout, donc, là aussi, suivant le degré de difficulté, on vous l'indique chaque fois, facile à lire, moyennement difficile, très difficile à lire. Donc, un document avec sa transcription. Comme ça concerne nos régions, vous avez des documents en latin, en français et en néerlandais. Alors, on va donc commencer la lecture, le déchiffrement de ce document, mais il y a encore une autre discipline qui intervient lorsque l'on veut lire des documents, c'est une connaissance au moins élémentaire de la langue, et ici en l'occurrence de l'ancien français. Vous allez voir que c'est du français vraiment très proche du nôtre, vous n'aurez pas de difficultés majeures, à part 2 ou 3 mots, mais ce sont les mêmes mots qu'on utilise à l'heure actuelle. Il suffit de penser aux visiteurs ou quoi, vous verrez, c'est très simple. Alors, je vous conseille donc de Joseph Anglade, toujours chez Armand Collin, collection U, Grammaire élémentaire de l'ancien français. Et je vous conseille aussi, pour les mots qui vous poseraient quelques difficultés, c'est un abrégé d'un grand classique qui fait je ne sais pas combien de volumes, de Bloch et von Warburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, paru aux Presses universitaires de France. Voilà, nous pouvons commencer. Alors, le document que vous avez là, c'est donc le document original reproduit. Vous allez voir que sur ce document original, donc, qui est rectangulaire, nous reviendrons sur la forme du document tout à l'heure, vous avez ici un pli, c'était plié, et vous avez, ce document est en parchemin. C'est un document du XIVe siècle. Vous savez qu'au XIVe siècle, surtout pour un document royal, c'est un document d'un roi de France, ça ne peut plus être du papyrus. Le papyrus est utilisé jusqu'à l'époque mérovingienne pour les actes
royaux, et même au début de l'époque carolingienne, mais à partir du IXe siècle, vous n'avez plus que du parchemin. Vous savez que ce qui distingue le papyrus du parchemin, c'est que le papyrus est d'origine végétale, on le trouve dans les pays du sud de la Méditerranée. À cette époque-là, à partir des Mérovingiens, vous savez que l'islam occupe tout le sud et l'est de la Méditerranée, et que donc il y a des problèmes de ravitaillement pour avoir du papyrus. Il n'est pas possible, à partir du moment où l'islam occupe toute cette région-là, de se procurer du papyrus comme avant. Donc, il n'y a pas du papyrus qui pousse le long de la Loire, le long de la Garonne, le long du Rhin ou le long de l'Escaut. Vous êtes bien d'accord, c'est seulement dans les pays chauds. Donc, on va utiliser autre chose qui a été inventée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est le parchemin. Vous vous souvenez, en Anatolie, à Pergame. Et le parchemin, lui, est d'origine animale. Donc, c'est sur du bœuf ou sur du veau, c'est encore mieux, c'est ce qu'on appelle du vélin, parce que la peau du veau est beaucoup plus fine et beaucoup plus souple, évidemment, que celle d'un représentant adulte de la gent bovine, vous vous doutez bien, et donc ça coûte beaucoup plus cher. Il suffit de toucher la peau d'un bébé, chez nous, et la peau d'un adulte, vous verrez évidemment que la sensation n'est pas du tout la même. Voilà, donc c'est du parchemin, et alors ici vous avez ce que l'on appelle une queue. Alors, c'est une queue en parchemin, c'est aussi du parchemin. Et cette queue en parchemin, si vous regardez bien, il y en a deux ici. Elle remonte ici, elle passe dans le pli, où l'on a fait un trou, elle repasse de l'autre côté. Donc c'est une double queue. Double queue. Ça va? Ça passe par la fente, et puis la queue ressort de l'autre côté de la fente. Ici, vous avez ce que l'on appelle un seau. Alors, ce seau, vous ne pouvez pas lire ce qui est marqué dessus, parce que c'est très obscur. Il est marqué Rex Francor, ça veut dire roi des Francs, littéralement, ou des Français, si vous voulez, Rex Francorum. Mais c'est incomplet. Ce seau, il est en cire blanche, évidemment. Ici, ça n'apparaît pas, mais c'est de la cire blanche, en fait, qui est jaune, mais qui a tellement jauni, évidemment, depuis cette époque-là, qu'on a l'impression que c'est très sombre. Mais à l'origine, c'est de la cire blanche. Donc ça va? Vous avez retenu? Bon. On va commencer maintenant, je demande de passer, voilà, au même document, mais agrandi, ce qui va évidemment nous faciliter la lecture. Alors, il y a des mots qui ne vous poseront aucune difficulté, tout simplement c'est une question d'habitude. Au début, les premières lettres, on a peut-être quelques problèmes, et puis quand on a repéré la forme des lettres, ça ira sans doute tout seul. Sauf qu'il faut savoir que pour les textes médiévaux, et même de l'époque des temps modernes, on utilise beaucoup d'abréviations. Ce que vous faites vous-même quand vous êtes en train de noter pendant mon propre cours. Il y a des mots que vous n'écrivez pas complètement, vous êtes bien d'accord. Moi, quand je dois écrire paléographie, j'écris paléo. Quand je dois écrire, je ne sais pas, un mot courant, inévitablement, je vais utiliser une abréviation. Nous faisons tout ça encore à l'heure actuelle, donc ce n'est pas propre au Moyen-Âge. Eh bien, les mots qui reviennent très souvent dans les documents au Moyen-Âge, ou dont le sens va pouvoir être découvert très rapidement, eh bien, vous avez une abréviation. Cette abréviation, elle est souvent notée sous la forme d'une barre qui se trouve au-dessus du mot. Au-dessus du mot. Quand vous voyez des barres, eh bien, en général, ça veut dire qu'il y a une abréviation. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a certaines lettres qui se ressemblent beaucoup. Les T, ils sont petits, ils ont la même hauteur que les autres lettres. Donc, vous n'avez pas le jambage qui monte très haut. Par contre, vous pouvez avoir des lettres qui ont une dimension 2 fois plus grande que les autres, alors que chez nous, par exemple, le V. Nous, le V, il a la même hauteur que les autres. Mais eux, ils peuvent avoir un V qui remonte, qui est 2 fois plus grand que les autres. Et c'est ça qui déconcerte, c'est que vous n'avez pas les mêmes hauteurs de lettres que nous maintenant. Nous allons voir tout ceci dans le détail. Alors, les initiales, mais quand vous commencez une phrase, ou quand vous avez le nom d'un personnage important, ici en l'occurrence d'un roi, vous imaginez bien que l'initiale
ben, elle est très décorée, c'est pour mettre en évidence, hein, c'est comme dans les miniatures, dans les manuscrits, parfois même, c'est pas évidemment pour une charte, hein, mais si vous regardez un manuscrit, vous pouvez avoir la première lettre qui est même colorée avec un dessin à l'intérieur. Hein, quand la première lettre d'un paragraphe est en rouge, on appelle ça une rubrique, puisque ça vient du mot ruber en latin qui veut dire rouge. On dit une rubrique. Et le mot rubrique est resté à l'heure actuelle, mais ça n'a plus rien évidemment à voir avec la couleur rouge. Je commence. Ici, vous avez donc Charles, alors vous voyez, C-H-A-R, et puis L-E-S, ça va pour ça. Charles, par la grâce. Il n'y a pas besoin de noter tous les mots parce que je vous donnerai la transcription après. Je crois que c'est beaucoup plus facile. Je crois que l'essentiel, c'est que vous appreniez à lire. La transcription, vous l'aurez juste après. Par la grâce de Dieu, vous voyez que Dieu, c'est un D minuscule, c'est la même lettre que là. Ça va? Donc, vous voyez la forme du D? Oui? Donc, la forme du D, c'est comme ceci. Hein? Donc, le D, il est comme ça. Voilà. Ça, c'est la forme du D. Alors, de Dieu, puis ensuite, vous avez une initiale, une majuscule, qui est le R. Tout ça, c'est le R. Ça va, tout ceci. Donc, qui est ça. Par la grâce de Dieu, roi. Vous voyez que roi, il y a un Y. Ça ne devrait pas vous étonner, parce que vous avez certainement vu ça dans les textes anciens. Roi de France. Donc, vous voyez que c'est de nouveau une minuscule. Pour cette lettre-là, il faut faire attention. Parce que, suivant que c'est comme ça, ou suivant que c'est comme ça, c'est pas la même lettre. Ici, vous avez ceci. Si vous avez ceci, c'est un S, en fait. Donc, il faut faire attention, parce que vous allez avoir souvent cette lettre-là. Comme ceci, ou même comme ceci. Et ça, c'est un S. Alors, roi de France, alors là, c'est la lettre A. Vous voyez, hein, la décoration. A. Tous, T-O-U-Z. Là, c'est un Z, parce que tous, T-O-U-Z. Ce, C-E-U-L-Z. Qui, c'est, C-E-S. Alors là, vous voyez la première abréviation. Vous voyez qu'il y a une barre qui se trouve au-dessus de ce mot-là. Alors, comment on fait pour décrypter? Vous voyez que la première lettre, c'est un P. La deuxième lettre, c'est un R. La troisième lettre, c'est un E. Et vous avez les trois dernières lettres, c'est un T-E-S. Parce que là, le S, il peut, à la fin d'un mot, hein, c'est même comme en grec, hein, pour ceux qui ont fait du grec, vous savez que vous pouvez avoir un sigma hein, qui a une forme différente, suivant que c'est à l'intérieur du mot ou à la fin du mot. Hein. Il y en a au moins un ou deux qui ont fait du grec, ou peut-être trois même. Hein, bon. Alors ici, vous voyez que le S, ben, il n'a pas cette forme-là, il a cette forme-ci. Ça va? Ici, le S. Alors, je vais réécrire ce que je vois au tableau, mais en écriture actuelle, donc P, R, E, puis vous avez T, E, S. Ça va? Alors, je vais écrire dans une autre couleur les lettres qui manquent. S, E, N. Ça, c'est la petite barre qui est au-dessus. Et puis, les lettres qui sont écrites ensuite, c'est T-E-S. Donc, l'abréviation, c'est... Non. Alors, je réécris. C'est Tré, Te. C'est comme ça que vous voyez, avec une barre qui va du R ici. Voilà. Ça, c'est le mot que vous voyez là. Et en fait, c'est présente. Alors, même problème pour le mot qui est juste après. Si vous regardez bien, maintenant vous pouvez peut-être décrypter. Vous avez la lettre L. Ça va? Puis vous avez la lettre T, R, E et le S est mangé. Donc c'est ceci. Vous avez L
lettres. Et ce sont les lettres. C'est présente lettres. Donc vous voyez qu'il y a de nouveau 2 ou 3 lettres qui sont abrégées par la petite barre qui se trouve ici au-dessus. Alors, je vous ai dit que la lettre V, en tout cas dans cet acte-ci, eh bien, le V, ce n'est pas un simple petit V comme ceci. Non, vous allez avoir une boucle comme ça, donc c'est comme ceci, et puis, voilà, donc vous avez un grand V. Entendu? Alors, je recommence. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous ceux qui, ces présentes lettres, verront, V-E-2-R-O-N-T, salut. Donc vous voyez que le S, il peut avoir 2 formes différentes. Hein? Salut. Puis vous avez un point. Alors, ici, vous savez qu'il y a une abréviation, puisqu'il y a une petite barre au-dessus du M. Comme vous avez un M, puisque vous voyez qu'il y a 3 jambages, c'est bien un M. Il y a un C, un O, M, E. Eh bien, c'est comme. Il y a comme, il y a 2 M. Donc, c'est une abréviation de comme avec 2 M. Comme, par, nos, N-O-Z. Ben oui, c'est du français médiéval, il ne faut pas vous étonner. Hein. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas l'orthographe, mais ils n'avaient pas la même que la nôtre, tout simplement. Par nos autres A, U, T, et puis alors, vous voyez ici, vous avez le R et le ES. Il est dans l'abréviation, la petite barre qui est au-dessus. Oui? Alors, moi, ce que je vous demande de noter, vous aurez la transcription, mais c'est peut-être le système d'abréviation. Ça, notez-le. Hein? Retenez quand même, notez quand même tout ce que je note au tableau. Parce que là, ce sont les trucs hein, qui vous permettront de lire hein, la suite du document. Donc, comme par nos autres... Alors, je vais me mettre de l'autre côté, ce sera plus facile pour moi. Alors ici, vous connaissez ce mot-là. On l'a vu tout à l'heure. C'est le même mot que là. Sauf qu'ici, la barre, on ne la voit pas bien. Il y a une petite barre, vous savez, mais il faut pouvoir la voir. Par nos autres lettres. C'est un L, un R, un E et un S. Et la petite barre qui est au-dessus, on ne la voit pas bien. Alors ici, ce mot-là, regardez ce que j'ai écrit au tableau. C'est cette lettre-ci. Donc c'est un F, c'est pas un S. Parce que vous voyez qu'il y a une petite barre juste avant la boucle. Donc c'est F, alors il faut lire les lettres les unes après les autres. Parce que sinon vous faites de la devinette. Et la devinette, ça ne marche pas. Vous avez ensuite la lettre A, suivie de la lettre I, suivie de la lettre C, lettre T, E, S. Donc, par nos autres lettres, fect. Donc, fect, ça veut dire fête. Hein, puisque en latin, on dit factae au pluriel. Hein, factus. Donc, il y a encore un C en latin. Et comme c'est de l'ancien français, c'est entre le latin et le français d'aujourd'hui. Donc, on dit fect. On ne dit pas fête. Fect. Et, alors là, c'est le signe pour et. Je vous l'écris au tableau. Hein, c'est le signe pour et. Alors. C'est comme ceci. Ça va? C'est un peu plus pointu ici. Hein. Donc, faites et. Alors là, vous avez d'abord la lettre qui peut lire cette lettre-là. On l'a déjà rencontrée à plusieurs reprises. La lettre qui est là, c'est la même lettre que là, pour salut. Donc c'est, maintenant vous le savez, S suivi d'un C, E, 2 L, et puis voilà, donc faict et scellé. Ben, scellé, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un sceau. Hein, sauf que les lettres dont il est question ici, c'est pas ce document-ci, c'est un document antérieur en fait. Bon, scellé. Alors, je vous laisse un petit peu voir si vous connaissez la suite, c'est quoi ici? En, E-N, là. Alors, quelle lettre lisez-vous?
L-A-Z, très bien, de, et puis S-O-Y-E. Donc en la de soie. Ben, des la de soie, ça veut dire que ce sont des bandes en soie qui se trouvent en bas d'un acte. Donc c'est pas l'acte ici, puisque ici on a vu que c'était du parchemin. Donc c'est un document qui est plus important, qui est antérieur, ce document. Alors, en la de soie, et, on l'a vu ici, et, alors là vous avez un C, un I, un R et un E. En cire, et cire, donc en la de soie et cire. Ici, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est une cire blanche. Ici, ce n'est pas une cire blanche, c'est une cire. Regardez la première lettre ici, on l'a vu tout à l'heure à Véron. Verte. Oui, mais c'est sauf qu'il est marqué vert, évidemment. Vous n'avez pas la même orthographe que nous, donc pour nous c'est un masculin. Cire vert. Ça va? En cire vert. Alors, nous. D'accord? Et puis. P, F. Non, regardez ceci. Oui, nous. Soyons. S-O-I-O-N-S. Nous soyons. Et puis, alors faites attention parce que je vous ai dit que le T, il est à la même hauteur que les autres. Il n'y a pas de jambage qui monte vers le haut. Donc nous soyons tenus. Oui. Alors vous voyez que c'est un. Oui. De. Alors là, vous avez un A. Et regardez de nouveau ceci. C'est 2S. De asseoir. Oui, on dit asseoir. Hein. Mais vous avez un O, un I et un R. De asseoir. Oui. Attendez, moi, il faut que j'appuie un petit peu parce que je commence à avoir mal aux yeux. Alors. Oui. Alors, là, ça, c'est quelle lettre? Non. A. Et alors là, on voit qu'il y a une abréviation, il y a une petite barre au-dessus. Alors, vous avez 3 lettres. Essayez de voir les 3 lettres. La première. M. Non, parce que vous avez en fait une première lettre ici qui est un N, oui, et 2 lettres derrière qui sont. Non. Regardez, c'est un R et un E. Donc c'est N-R-E, j'écris ça au tableau. Voilà. Donc c'est N, puis vous avez R-E, c'est ce qu'on voit. Et comme vous avez une petite barre au-dessus, ça veut dire qu'il y a 2 lettres qui ont été télescopées, c'est le O et le T. Donc un autre. Donc c'est l'adjectif possessif, pas le pronom, hein, donc à notre. Alors là, il y a, regardez, en fait il y a 2 mots là-dedans, mais comme ils sont collés, il faut faire attention, il y a 2 mots. Il y a déjà cette lettre-ci que vous pouvez identifier, vous la connaissez maintenant. C'est la lettre S. Donc vous savez qu'il y a un S, vous voyez qu'à la fin il y a ER. Alors maintenant il faut voir. Alors je vous ai dit que le T il est tout petit. Hein, il n'y a pas de jambage. À notre très cher T-R-E-S. Et alors le cher, hein, à l'époque c'est chier si vous voulez. Hein, C-H-I-E-R. C-H-I-E-R. Il ne faut pas oublier le I après le H. Donc notre très cher et. Alors là, vous voyez que les 4 premières lettres sont les mêmes que là. C'est quoi alors ça? Donc c'est très, T-R-E-S. Et alors un mot qui est collé comme chier ou chier au mot précédent, vous avez la lettre A, la lettre M et la lettre E. Et très amé, donc très aimé en fait. Notre très cher est très aimé, sauf que c'est amé. Ça va? Parce que ça vient de amare en latin. Donc il n'y a pas de i en latin. Ça va? C'est de l'ancien français, donc c'est à cheval entre le latin et le français. Donc très amé, pas très aimé. Et c'est la même chose, très amé. Alors ici, alors là vous voyez il y a une petite barre si vous regardez bien. Donc c'est cette lettre-là, ben oui, c'est pas le S. F, R, E, R, E. Donc notre très aimé frère, le, 2 points. Ça va? Et puis après, ben, il y a 2 points, ça veut dire que c'est comme nos 3 petits points. Vous savez lire la suite? Que c'est la lettre là, on l'a vu tout à l'heure. Le duc de
Ah ben oui, c'est pas le duc de Brie, là qui aime bien le fromage, mais ici c'est une abréviation, parce qu'il y a à nouveau une petite barre au-dessus. Ah, une barre, en fait c'est un... Donc en fait, ce que vous voyez c'est B, vous c'est R et Y, donc on pourrait croire que c'est Brie. Mais en fait ici vous avez une abréviation comme ceci, hein, qui est ici en fait c'est Berry, la Val du duc de Berry. Donc c'est... À l'heure actuelle, Berry, on écrit B-E-2-R-Y, mais à cette époque-là, c'est B-E-R-Y. Il y a un R en moins. Voilà, le Berry, c'est la région de Bourges. Ça va? Donc, notre très cher frère, le duc de Berry, et... Alors là, c'est une autre région, un autre duché. Mais tout est collé. Oui, mais t'as deviné ou t'as vraiment trouvé? T'as décrypté? Parce qu'il y a beaucoup de jambage, évidemment. Oui, il y a hergne à la fin. Alors je retourne ici. Donc vous avez le et, vous le connaissez. Hein, on l'a déjà vu plusieurs fois. D, il n'y a pas d'apostrophe parce que c'est écrit d'affilée. A, U. Et alors vous voyez que le V qui est là, ben, ce n'est pas le V qui est là. Là, ce sont des V qui sont au début de mots. Quand il y a le début de mots, là, c'est une grande boucle. Alors ici, Auvergne, le U et le V, c'est la même lettre. Parce qu'en latin, le U et le V, c'est la même lettre. Il n'y a pas de distinction d'ailleurs en latin. Donc vous avez deux jambages pour le U et de nouveau deux jambages pour le V. Ça va? D'Auvergne. Alors là, regardez, cette lettre, vous la connaissez. C'est celle-ci. S, I. Et là, c'est un X. Si, alors là, vous voyez, il y a deux jambages, donc c'est 1000. Et puis il y a un I juste après. I-L-E. 6000 points. Alors non, là tu devines. Tu devines. Regarde bien, c'est cette impasse. Regarde les trois dernières lettres. Tu as un E et un S. Donc c'est I. Alors L, I, V, R. Regardez, il y a combien? Oui, oui, livré. Il y a le premier jambage, c'est le I. Les deux suivants, c'est le U ou V. Et puis, ce n'est pas un jambage, c'est un R. 6000 livrées de terre. Alors là, c'est la lettre A. Ce n'est pas le E, hein, ça ressemble à un E, mais c'est un A, comme on a vu à d'autres endroits, comme à France, ici. Donc, A, alors là, c'est plus facile à lire peut-être. H-E-R-I-T-A-G-E. A, héritage. Oui? A, héritage. Alors, pour, P-O-U-R, pour lit. C'est de l'ancien français. Pour lit, ça veut dire pour lui. C'est du wallon aussi. Lit. L-I. Lui. Pour lui. Alors là, c'est, ça vous connaissez, ceci que ça c'est S. Non, c'est le E. Regardez là. Pour lui et pour. Voilà. Et pour. 16 hommes. Alors là, c'est la lettre S. On est bien d'accord. Oui, mais toi, tu vois des hommes partout, toi. Déjà, pour livrer, non. C'est un H, je suis bien d'accord. Alors là, c'est un mot d'ancien français qu'on trouve encore dans des actes notariés maintenant. Mais c'est... Parce que dans les actes notariés, on a souvent d'ancien français, encore maintenant. Un H, puis tu as un O, puis un I, un R et un S. C'est war. Les war, ce sont les héritiers. Ça va, ça c'est de l'ancien français. C'est war, ça va. Alors, ensuite, vous avez, alors, pour sévoir, alors, assise, A-2-S-I-S-E-S, alors, assis, ça veut dire situé, hein? Assis quelque part, assise, A-U-O, alors là c'est facile, hein? Plus près, avec un Z, le près, de alors, de C, oui, mais là le mot qui est là, c'est un D, puis il y a 4 lettres. D-I-T-S, de ces 10 duchés. Ça va? De ces 10 duchés, ça, duché c'est très facile à lire. De, alors là, ah non, vous voyez que Berry, finalement, il y a 2 R. De Berry, écrit en toutes lettres, et d'Auvergne, oui. Alors ici, c'est
un M suivi d'un I, suivi du fameux S, E, mise, alors là c'est facile, or, H-O-R-S, là, alors là c'est un mot qui correspond à une circonscription judiciaire et administrative. Qui dirigeait à partir du XIIIe siècle les CD? Oui, alors le territoire lui-même sous l'autorité d'un sénéchal, c'est une... Ben, c'est écrit, il suffit de le lire. Je vous ai pas mal aidé. Donc c'est Séné, S-E, puis vous avez la lettre que vous connaissez maintenant, hein? La lettre S, puis la lettre C-H, puis A-U, puis C-I-E, une séné pour la, donc mise, or la séné chaussier, c'est l'ancien français, donc séné chaussier, donc il n'y a pas de E au féminin comme chez nous, hein, et une séné chaussée, chez nous il n'y a pas S avant le CH. Hein. Alors, alors là c'est une ville qui est près de, c'est le nom d'une ville, alors là vous savez la lire, il y a d'abord AB. Alors vous voyez que devant le B, il y a, comme c'est une initiale, il y a un petit, vous savez, on fait toujours un petit, hein, devant l'initiale, il y a parfois des petits ronds, des ajouts. Donc il y a la lettre B, donc B, E, A, oui, Beaucaire, parfait. B-E-A-U, C-A-I-R-E. Donc mise hors la sénéchaussée de Beaucaire, si, comme, alors vous voyez qu'il y a de nouveau une petite barre, donc ça veut dire que le M, il est abrégé sous la forme d'une petite barre. Si, comme, ça va là, tu parviens à voir, toi? Oui, bon. Alors, si, comme, alors il faut que je prenne un peu de recul. Oui. En, no, dite, D-I-C-T-E-S. Alors là, vous connaissez, on a déjà vu ce mot plusieurs fois, ici. C'était quoi ce mot-là que je suis en train de montrer? Je ne vois pas. Là. Ah non, C'est la même, hein? On le voyait également ici, là. C'est le même mot? Oui, c'est le même, hein? Donc, un L. D'accord? Vous distinguez ici le R, le E et le S avec la barre au-dessus. Donc, c'est ce que je vous ai montré. Enfin, je ne l'ai pas écrit au tableau, mais c'est ça. Donc, en dicte lettre, est, EST, plus, A plein, A-P-L-A-I, N, alors, contenu, C-O-N-T-E-N-U, et plus à plein contenu, convenu. Eh bien, ça veut dire quoi? Ben, c'est tout à fait connu, pleinement à plein. Alors, je regardais, non, c'est un N, hein, c'est pas un T, parce que je fais loin, donc contenu. Oui. Alors, ici, vous avez un grand S, suivi d'un A, suivi d'un double jambage, qui peut être un U ou un V. Et puis alors là, effectivement, moi je le sais parce que je connais le mot qui suit. Hein, ici c'est faisons. Savoir, faisons. Donc nous faisons savoir. Savoir, faisons, F-A-I-S-O-N-S. Que nous avons promis et promettons. Oui, j'avoue que c'est pas évident là, mais peut-être vous le voyez sur la photocopie qui est plus claire. C'est peut-être plus facile sur le texte en plus petit. Parce que là, ce texte-ci, c'est plus foncé. Promettons que ces lettres en bonne foi, oui, et puis à notre dit frère, de l'y c'est lui, de l'y rendre et pailler, P-A-I-E-R, ça va, et à c'est S-E-S. Alors là, le mot, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'était quoi? C'est was.
Ah oui, donc quand vous avez, puisqu'on l'a déjà vu ailleurs, il peut se permettre une abréviation encore plus grande. Enfin, donc, c'est war, c'est héritier. Donc, et à ses war, ou à leur certains commandements, donc l'abréviation avec pour le double M au-dessus du O, vous voyez, commandement, et là le EN qui se trouve après le M et avant le T, eh bien le EN il est dans la barre. Ça va? Commandement. Alors, les dictes, c'est-à-dire les dictes, hein, c'est à nouveau de dictae en latin, 6 000 livrés, pas les hommes, hein, Sam. C'est livré, tu regardes? Oui, je suis. D'accord, livré de terre, oui, et puis alors? Alors, je regarde un petit peu, parce que moi-même, ça m'arrive d'avoir des petits problèmes. Alors, je regarde un petit peu. Ah, voilà. Alors, c'est C-H-A-S-C-U-N. Chacun, chacun. Et puis après, en A-N. Chacun, un, donc chaque année. Et en telle valeur, ça va? Comme la dictataire, de, alors là maintenant vous connaissez ça par cœur, de 6 000 livrés. Alors comme on a écrit livré plusieurs fois, on peut mettre carrément une abréviation, une petite barre. Un livret de terre. Or ce mot-là, on l'a déjà trouvé ici, c'était? Oui, c'est ça, à héritage, li, donc lui, pourrait, P-O-U-2-R-O-I-T, valoir, parce que ici c'est l'infinitif après, hein, le verbe modal ici. Chacun en, donc chaque année, ce, ou plutôt ça veut dire si, elle, li, lui, est-toi, si elle lui était assise, il y a 3 fois des S là, assise, pour, non, par, P-A-R, oui, P-A-R. Alors le mot qui suit, c'est quoi? Confirmé. Il y a d'abord, non, ça tu devines. Il y a S. Voilà, alors, il y a C-O-N-S, très bien, tu as vu que c'était un S. Donc faites attention là, le F et le S, hein. Puis c'est la lettre I. Non, c'est un T. Vous ne voyez pas qu'il y a une petite barre? Il y a une petite barre dedans. Et je vous ai dit que les T, ben, ils sont nettement plus petits que maintenant. Puis vous avez combien de jambages? 1, 2, 3, 4, 5, c'est un U suivi d'un M. Donc par coutume de pays. Ça va? Par la coutume du pays. Par coutume de pays. Alors, ici, vous connaissez cette lettre, hein? Comme ici. Comme savoir faisons. Ici, c'est S, A, N, Z. 100. Donc 100. Alors là, ça c'est plus difficile parce que vous avez, regardez ici et regardez ici. C'est la même lettre. C'est un R en fait. Ça va, mais vous voyez ce R, il a cette forme-ci. Hein, c'est pas évident. Hein. On a l'impression que c'est deux F les uns derrière les autres. Mais en fait, ça a cette forme-ci. C'est ça en fait que vous avez dans les yeux. Ce que vous voyez, comme c'est en fait cette barre du R qui repart par là. Alors on a l'impression, vous voyez, c'est un R avec... Voilà. Donc, j'essaie de voir où j'étais arrivé. Maintenant, sans rien. Alors là, il y a combien de jambages? 1, 2, 3, 4. Donc c'est innover. Sans rien innover. De... Alors vous savez que maintenant que c'est... Même. Ah non. Il y a combien de jambages? Il n'y en a que 2, parce que ici c'est un R. De notre première promesse. N, R, E. Et le OT, eh ben, il est dans la... Il se trouve au-dessus. On n'avait pas vu ça tout à l'heure. Regardez. C'est ça? Ouais. Ça va? C'est parce que je vois pas le R.
tu as un N suivi d'un R, c'est pas un jambage, c'est un R comme ceci en fait. Hein. Ça va? C'est comme ceci. Donc, je reprends. De notre première promesse, ça, je crois que ça c'est évident. Et sans, très bien. Faire, oui. Ben, toi, tu es particulièrement doué, hein. Alors, aucun, A-U-C-U-N. Alors là, ça c'est plus dur, parce que vous avez au-dessus du P une petite barre, mais parce que quand on écrit vite, évidemment, hein, la barre, elle peut être la suite de la lettre. Hein. Donc, en fait, ce que vous avez ici, vous avez un P, et puis je regarde bien, puis vous avez un I, suivi d'un U, suivi d'un D. Alors, ben c'est préjudice, hein. Donc dans la barre, il y a le R et le E, préjudice. Donc, préjudice à, alors là, vous savez, on vient de voir il y a quelques instants. C'était quoi? Notre. Oui. À notre dit frère, et là vous voyez que c'est bien dit et pas dicte, hein, à notre dit frère, et voilà, à savoir, très bien, à savoir, alors là, il y a deux mots qui sont collés, c'est qu'il ne puisse, mais là vous voyez que c'est un singulier, là c'est un pluriel, hein, donc qu'il ne puisse, alors ici, toujours, toujours, oui, avec un Z ici, mais là, toujours est divisé en deux. Demander la dicte assiette, A-2-S-I-E-T-E. L'assiette, ça veut dire la possession. Ça va? Être assis quelque part, quand on dit qu'un bien est si quelque part, ça se dit encore hein, dans les actes juridiques. On dit telle maison sise à tel endroit. Si, ça veut dire être assise, elle est vraiment là. C'est le verbe soir. Donc, assise, donc, demander la dite assiette des dictes, des dites, 6 000 livrées de terre selon le contenu, oui, de nos dictes autres, on avait vu autre ici tout au-dessus, autres lettres, non, lettres on l'a vu 36 fois, hein. Lettres, et puis alors on arrive à la fin, en, alors là c'est quelle lettre? Il y a 3 lettres ici, la dernière vous la connaissez bien, c'est un S, T-E, donc en TES, et là, en témoin, oui, en témoin, S, donc M-O-I-N-G, en témoigne, hein, parce que ça vient de témoignage, de cela, de ce, ça veut dire cela, de cela, nous avons, oui, non, c'est fait, hein, là il y a vraiment une petite barre, je ne sais pas si vous la voyez, une petite barre dans le exemple, fait mettre, or ça on l'a vu 50 fois, un N suivi d'un R, un E, et le OT qui se trouve dans l'abréviation, notre. Alors oui, ça c'est un mot d'ancien français, mais ce que je demande ici c'est de lire. Un S suivi de E-E-L, notre C, c'est-à-dire notre sceau. Ça va, notre sceau. Alors, à ces présentes lettres, et puis alors, vous avez, un acte, ça se termine toujours de la même manière, c'est ce qu'on appelle, dans une date, vous avez à la fois le lieu et le moment où c'était fait. Vous savez que le mot date, que vous utilisez couramment en français, ça vient du latin dare, qui veut dire donner. Hein? Donc il y a toujours une date de lieu et une date de temps. Donc on dit c'est donné à tel endroit, puisqu'on donne l'acte, il est donné à tel endroit à telle année. Telle année. Ça va? Alors, merci. Donc, donner, et puis ici c'est quoi? Comme lettre? Non, A-U-O.
Ça, c'est un endroit que vous connaissez bien, certainement. Il y a combien de jambages? Il y en a 4. Donc ça veut dire qu'il y a une lettre où il y en a 2, il y a une lettre après où il y en a 2, et puis il y a un R et un E. Et ça commence par un L. Le Louvre, c'était le château des rois de France. Le Louvre, hein, il n'y a pas Versailles à cette époque-là, on est au XIVe siècle. Hein, le Louvre. Hein, au Louvre, L-E-Z, oui, les. Et alors là, c'est un P. Le A, on le voit, oui. Mais c'est Paris. Au Louvre, les Paris. Donc, au Louvre, à Paris, les L-E-Z. Ça va? Il y a encore des localités, on dit, je ne sais pas... Chapelle-l'Air-les-Monts, tout à fait. Voilà. Donc voilà, j'ai appris hier que c'était là qu'était né Di Rupo. Oui. On a vu que c'était, on a vu numéro 7. C'est là qu'il a vécu quand il était enfant, si j'ai bien compris. Hein. Alors, donc, au Louvre, les Paris. Alors ici, donc ça c'est la date de lieu, le Louvre, les Paris. Ça veut dire que c'est à cet endroit-là que la charte est publiée. C'est pas une charte, hein, on verra, ce sont des lettres en fait. Hein. Alors ici, ça c'est plus dur. Il y a combien de jambages? 3. 2. 1, 2, 3, 4. En fait, c'est comme ceci. Je vais essayer de bien le faire au tableau. En fait, vous avez... C'est ceci. En fait, c'est 1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 3, 4. C'est quatrième. Ça va? C'est quatrième. Le quatrième, et le mot qui est après, maintenant vous savez lire. Le quatrième jour de février. Un jour de femme, ça n'existe pas, ça. Hein? Ouais, donc, F, E, plus vous avez un jambage, le U et le V, c'est la même chose. R, I, E, R. Le quatrième jour de février. Et là, ne devinez pas, essayez pour l'instant de vraiment apprendre à lire. Un L, un A et un... C'est donc l'an, l'année. L'an de grâce, oui. Alors ici, ça on a déjà vu pour les livrets. Regardez les livrets, les 3 lettres. 1000, le M, donc le M il a cette forme-ci, donc hein. Voilà, ça c'est le 1, puis vous avez ceci, puis vous avez le L, hein, 1000. Alors, 1000, alors là vous avez 1300, ouais, 300, 60, et ça on l'a déjà vu avec les livrets aussi, 6, oui, et puis alors, et 2, alors NRE, vous savez, avec la barre au-dessus, de notre règne, le, avec un petit T, T-I-E-R-S, le tiers, ça veut dire le troisième, la troisième année de notre règne, le tiers. Tiers, ça veut dire troisième. Ça va? Alors, en dessous, par le roi en son conseil. Alors là, vous avez une abréviation. Non, vous avez d'abord ici 2 lettres, puis vous avez 2 lettres ici avec une abréviation, et puis vous avez 2 autres mots. Donc c'est, le premier c'est O, puis vous avez un Q suivi d'un L, donc ça veut dire auquel, puis vous avez ce fameux V, comme dans Véron, qu'on a vu à d'autres moments, vous estiez, E-S-T-I-E-Z, ça va, vous estiez, et puis le nom du personnage qui s'appelle Gontier, G-O-N-T-I-E-R. Voilà, vous avez retenu les principales remarques. Donc vous avez vu qu'il y a des abréviations, que les lettres ne sont pas tout à fait les mêmes, et qu'il faut avoir quelques notions, je dirais, d'ancien français, mais ça, une fois que vous en avez vu un, pour cette période-là, ça ira tout seul pour les autres. Évidemment, le problème, c'est que pour chaque période, il y a des écritures différentes. Hein, mais ceci, ça peut vous aider déjà pour 3 siècles.
11e, 12e, 13e siècle, même 14e siècle. Ici, on est au 14e siècle. Bon, alors, maintenant qu'on a fait ceci, on va passer à l'analyse diplomatique. Alors, l'analyse diplomatique, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'une fois, on va commencer pour pouvoir lire le document, on le transcrit sur une feuille, et une fois qu'on a fait ça, on va essayer de comprendre les parties du document. Moi, je ne vais pas faire un exercice de critique historique classique où j'essaie de comprendre le contenu, j'essaie de comprendre la forme du document. Ça va, ce n'est pas la critique historique traditionnelle qu'on fait ici, c'est la diplomatique qu'on va faire maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que la diplomatique? Vous écrivez. La diplomatique, c'est l'étude de l'histoire des actes publics qui sont établis pour rapporter des actes juridiques et vous mettez entre parenthèses par exemple des chartes, fermez la parenthèse, ou des faits de droit. Des faits de droit. Les faits de droit, c'est par exemple les politiques, ce sont donc les inventaires que nous avons, que j'ai pu vous citer pour l'époque carolingienne, où l'on décrit, qui sont en fait des inventaires des villae carolingiennes, des villas, ou des censiers, par exemple. Les censiers, ce sont des recueils où vous avez les redevances payées par les paysans à leur seigneur. Quelques ouvrages qui vous permettront d'aborder la diplomatique. Alors, un excellent petit exposé qui est dû à un grand spécialiste décédé maintenant, de Georges Tessier, La diplomatique en que sais-je. Il était professeur à l'École nationale des chartes, c'est-à-dire l'école où, à Paris, on forme les archivistes paléographes. Alors, un livre qui s'intitule Diplomatique médiévale de Olivier Guyojanin, Jacques Pic et Benoît Toc. Voilà, publié chez Brepols. C'est dans cet ouvrage-ci que j'ai fait la photocopie du document que nous avons étudié aujourd'hui. Ça va? Donc vous en connaissez la source, je peux même vous donner les pages si ça vous intéresse. C'est pages 146-147. Voilà. Diplomatique royale française de Georges Tessier, que j'ai déjà cité, un ouvrage des années 60. Donc, ça concerne tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est l'étude des actes en France émis par les rois, ou par leur chancellerie. Texte diplomatique latin du Moyen-Âge de Jean Gessler. Et enfin, un ouvrage que j'ai acheté quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a bien longtemps, hein, donc il y a 30 ans, hein, quand je faisais des recherches. Je vois que le prix est encore indiqué, c'était 300 francs français, ce qui veut dire 45 euros. Hein, voilà, donc je me suis fendu à l'époque parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Et c'est un ouvrage publié en 1765, donc un ouvrage du XVIIIe siècle, rare donc, alors, qui est dû à Jean-Christophe Gatterer,
L'ouvrage s'intitule « Éléments de diplomatique universelle », publié à Göttingen, donc en Allemagne. Alors, je l'ai acheté parce que c'était le directeur du premier institut d'histoire qui a été créé dans le monde. Donc en 1765. Il y avait pas encore, on n'enseignait pas encore l'histoire dans les universités en France, ça n'existait pas. Hein, tandis que là, alors je vous le montre, c'est en latin. Hein. Et je l'ai trouvé dans le catalogue de la librairie Vrin. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il y a toute une série d'annexes, donc vous voyez qui datent du XVIIIe siècle. Vous avez tous des spécimens d'écriture, des spécimens de sceaux, etc., etc. Voilà. Alors, on va commencer l'analyse diplomatique du document. Vous voyez qu'il s'agit donc d'un acte royal français. Ça, un acte royal français, vous en rendiez compte, puisque on voit bien que c'est Charles, le roi de France, français, c'est un ancien français, donc ça c'est évident. Je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un acte sur double queue. Je ne reviens plus sur le sujet. Alors là, ce qui est dommage, c'est que vous avez déjà la date, parce que j'aurais voulu qu'on la découvre ensemble. Mais voilà, vous savez que c'est 1367, et ça devrait vous faire cliquer un petit peu quand vous voyez la date qui se trouve ici. Hein, vous venez de déchiffrer il y a quelques instants. C'est une assignation provisoire d'une rente au duc de Berry. Alors ça veut dire quoi? On est dans la première partie, ici, compréhension du texte. Ça veut dire quoi une assignation provisoire? Ben, ça veut dire que le duc de Berry, il a, dans un acte antérieur, un document antérieur et du même mois, du mois de février, il a reçu un apanage, c'est comme ça qu'on parle pour les fils ou les frères des rois de France, on parle d'un apanage, ça vient de ad panem en latin, c'est pour leur permettre de survivre. En général, c'était des duchés, vous imaginez, ce n'était pas du tout pour les sans-abri, hein, je vais vous le dire. Hein. Donc, il avait reçu une première fois le duché de Poitou, mais on est pendant la guerre de 100 ans, le Poitou avait été pris par les Anglais, et le duc de Berry, il avait été envoyé comme otage en Angleterre, à Londres. Et quand il revient, après plusieurs années de sa période d'otage, eh bien, on va lui trouver le roi de France, son frère Charles V, va lui trouver des biens équivalents. Le Poitou est perdu, il est à l'Angleterre, il était perdu. Et donc il va recevoir en échange le duché de Berry et le duché d'Auvergne, mais pas seulement cela, il reçoit encore d'autres dons et pensions, dont les fameuses 6000 livrées de terre dont il est question ici. Alors, vous avez vu le document tout à l'heure, c'est bien un original, sur parchemin, on vous donne sa dimension effective, réelle, scellé d'un sceau, vous avez vu que c'était un fragment, c'était cassé, de cire jaune sur double queue de parchemin. Alors le document original se trouve à Paris, aux archives nationales, c'est-à-dire au palais de Rohan, palais de Soubise, donc dans le quartier latin, 4e arrondissement. Alors c'est la série J, dans la série J c'est la liasse 185A, document numéro 10. Donc ça c'est la référence si jamais vous vouliez retrouver l'original. Donc il faut toujours donner la référence de l'original. Le texte, nous l'avons vu ensemble, et moi ce qui m'intéresse maintenant que vous savez qu'il s'agit donc de l'assignation, c'est-à-dire l'affectation d'une rente au duc de Berry, eh bien on va analyser les différentes parties de l'acte. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous ceux qui se présentent verront salut. Il y a déjà plusieurs éléments quand on fait l'analyse des caractères internes. Alors, vous avez tout d'abord Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, c'est ce qu'on appelle la suscription. La suscription. C'est celui qui est l'auteur du document, la suscription. Ensuite, il est marqué « À tous ceux qui se présentent lettres verront salut ». Ce qui suit, à tous ceux qui se présentent lettres verront, c'est-à-dire, on appelle ça une adresse. D'ailleurs, quand vous recevez une lettre, on vous l'envoie à votre adresse. Ça veut dire qu'on vous adresse. L'adresse, ce n'est pas votre domicile. L'adresse, c'est la personne qui reçoit.
Donc en fait, quand vous mettez sur une enveloppe, ce n'est pas l'adresse que vous mettez, c'est le domicile, l'adresse. Ça vous est adressé. Hein? Alors, salut, vous avez ensuite le salut. Ça, ce sont déjà plusieurs éléments qui apparaissent dans la première phrase. Donc il y a la suscription, l'adresse et le salut. Ensuite, à partir de comme jusqu'à contenu, donc à partir de comme ici, jusqu'à contenu, jusqu'ici, vous pouvez faire des petites barres dans un des deux documents que vous avez devant les yeux, vous pouvez peut-être retrouver ça. Hein? Ici, entre crochets, vous voyez chaque fois le numéro de la ligne. Hein? Donc vous voyez, c'est un peu avant la fin de la ligne numéro 4. Ça va? Donc c'est un peu avant la fin de la ligne numéro 1 jusqu'à un peu avant la fin de la ligne numéro 4. Regardez, vous pouvez quand même identifier le mot comme, puisqu'il a été abrégé tout à l'heure, et le mot contenu, à plein contenu. Vous voyez ça? Voilà. Bon. Eh bien, cette partie-là, ça s'appelle l'exposé. Donc, il y a donc l'exposé. Dans un exposé, que trouve-t-on? Dans un exposé, au fond, on fait l'historique de ce qui va suivre après contenu. Donc, on explique éventuellement les motifs. On explique le cadre dans lequel la décision qui va suivre est prise. C'est ça, c'est l'exposé des motifs. Donc, on explique ce qui va suivre. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans cet exposé? Eh bien, on vous dit que précédemment, il y a déjà des lettres, en fait c'est une charte, qui a été faite avec alors un document beaucoup plus important, puisque là il y avait un la de soie, des la de soie, et il y avait la cire verte. La cire verte est un document qui signifie qu'il a une valeur perpétuelle, tandis que la cire blanche ou jaune signifie que c'est un document transitoire. Donc vous notez ça. Donc quand la cire est blanche, c'est un document transitoire. Et alors, c'est ce qui a fait évidemment se poser des questions à beaucoup d'historiens, c'est que l'édit de Nantes de 1598, par lequel le roi de France Henri IV accorde toute une série de droits aux huguenots protestants, eh bien cet édit de Nantes, en bas du document, vous avez de la cire jaune. Est-ce que Henri IV avait déjà en tête que cet édit ne serait pas perpétuel? On peut se poser la question, mais ce n'est pas de la cire verte en tout cas. Et vous savez que cet édit va être effectivement révoqué par son petit-fils Louis XIV à Fontainebleau en 1685, c'est ce qu'on appelle la révocation d'édit de Nantes. Voilà. Donc, ça paraît secondaire si vous allez dans un musée, vous vous dites de la cire jaune, de la cire rouge, etc. Eh bien, tout est important dans un document. C'est-à-dire que quand vous voyez des bandelettes, eh bien, suivant qu'il y a une ou deux bandelettes, suivant que cette bandelette est en cuir, en parchemin ou en soie, eh bien, ça a une signification, ça parle, ça. Ça veut dire quelque chose. Donc, vous voyez qu'un historien, il doit être attentif à tous les éléments. Bon. Alors, donc, on expliquait ici que, eh bien, le duc de Berry avait déjà reçu, donc, 6 000 livrées de terre à héritage. Alors, à héritage, ça veut dire en pleine propriété. C'est pour lui, donc ce n'est pas la durée de sa vie. Et on vous dit bien que ce n'est pas seulement la durée de sa vie, puisque c'est aussi pour ses héritiers mâles. Donc c'est vraiment un don définitif. Hein? Et on vous dit que ces terres, elles se trouvent dans le domaine royal, mais excepté une partie du domaine royal qui est la sénéchaussée de Beaucaire. Et il est dit également dans l'acte que tout le détail, toutes les clauses précises concernant le don qui a été fait, eh bien, ça se trouve précisément expliqué dans les lettres précédentes, c'est-à-dire dans la charte précédente. Si, comme on a dit, lettre est plus à plat contenu. Ça veut dire que tout est déjà expliqué là. Donc, il ne reprend pas ce qui se trouve dans le document précédent. Alors, à partir d'ici, savoir faisons, eh bien, ces deux mots-là, c'est ce qu'on appelle la notification. La notification.
la notification. Et puis, à partir de que, savoir faisons que, alors là on arrive dans ce qu'on appelle le dispositif. Donc là on n'explique plus les motifs, on ne rappelle plus ce qui s'est passé précédemment, on va carrément expliquer la décision qui est prise par le roi. Donc, le dispositif, c'est le moment dispositif où, dans l'acte, on explique la décision qui est prise. Donc, c'est la partie la plus importante de l'acte. C'est ça le plus important quant à son contenu. Et je vous ai dit que tous les autres éléments sont très importants aussi parce qu'ils permettent de valider l'acte, de savoir à qui il est adressé, qui le fait, etc. Mais c'est là que se trouve le dispositif, le centre du point de vue de la disposition juridique. Alors, qu'est-ce qui est expliqué ici? Eh bien, il est expliqué que le roi, dans l'immédiat, ne peut pas donner la terre elle-même, mais qu'en attendant, chaque année, eh bien, le duc de Berry va avoir des revenus qui correspondent à 6 000 livrées de terre. Donc, c'est pas, il va avoir, non pas les produits de la terre, mais il va avoir une rente de 6 000 livres. 6 000 livres, c'est énorme. C'est ça qui est expliqué. Il n'a pas la terre elle-même. Parce que ça, c'est différé. On dit, ce sera pour plus tard. Mais il ne remet pas en question tout ce qui a été décidé, comme on va le voir. Vous voyez, donc, alors, que nous avons promis et promettons, donc maintenant, par ces lettres en bonne foi à notre dit frère, de lui rendre et payer à ses successeurs, ou à leurs certains commandements, les dites 6 000 livrées de terre, chaque année, et en telle valeur, donc c'est l'équivalent. La terre, il n'a pas tout de suite, c'est différé. Mais il a au moins la rente. La rente, ça, il va l'avoir tout de suite chaque année. De 6 000 livrées de terre à héritage, il pourra valoir chaque année, comme si elle était possédée par la coutume du pays, sans rien changer à notre première promesse. Donc il renvoie à l'acte précédent que vous n'avez pas devant les yeux, et dit « je ne change rien ». Et il n'y a aucun préjudice pour notre frère et à ses successeurs, pour qu'ils puissent toujours, donc dans l'avenir, demander la dite assiette, c'est-à-dire la dite propriété. Donc ils auront vraiment chaque année les 6 000 livres, en attendant que la terre leur soit donnée, selon le contenu de nos dites autres lettres. On voit arriver, c'est très redondant. Il répète 2 ou 3 fois la même chose pour dire « Ah, j'oublie pas la promesse que j'ai faite il y a une semaine ou il y a 15 jours dans un acte qui précède de février 1367. Je ne reviens plus là-dessus. Mais dans l'immédiat, en attendant, ben, vous aurez, enfin toi, mon frère Jean-Duc de Berry, et tes successeurs, vous aurez donc une rente correspondant à ce que te rapporteraient les fruits des cultures sur ces 6 000 livrées de terre. Une livrée, c'est ce qui est produit par une terre et que l'on peut transformer en argent. Donc 6 000 livrées de terre, ça veut dire des céréales qui correspondent à 6 000 livres, et pas livrées. Donc c'est un équivalent. Une livrée, c'est donc un équivalent en céréales de ce que ça vaudrait en argent. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est une équivalence. Alors, en témoin, alors à partir de là, on n'est plus dans le dispositif, on est dans ce qu'on appelle la corroboration. Alors je prends encore une autre couleur, donc j'avais du blanc pour souscription, adresse, salut, puis pour exposer notification, dispositif, une autre couleur, et puis maintenant je passe donc à la corroboration. Ceux qui ont fait du latin savent que corroboration, ça vient de rebours, qui veut dire solide, fort. Donc la corroboration, c'est ce qui permet de valider un acte. Pour valider son authenticité. Ça va? Corroborer. Alors, vous voyez, en témoin de cela, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes lettres. Cette fois-ci, c'est celle-ci. C'est plus l'acte précédent. Et puis vous avez ensuite la date. Je la mets ici. La date
d'abord de lieu suivi de la date de temps. La date de lieu, c'est au Louvre à Paris. La date de temps, c'est le 4e jour de février, l'an de grâce 1366. Alors là, il y avait un petit problème. Pourquoi 1366 alors que là, marqué 1367? Qu'est-ce que je vous avais expliqué au début du cours? Il fallait le temps qu'elle arrive là-bas. Non. Qu'elle arrive où là-bas? En février, et puis 1900. Non, il ne faut pas un an pour que là-bas, elle va pour arriver en Berry quand même. Non, mais c'était la guerre de 100 ans. Donc, non, c'est pas ça. Non. Je vous avais expliqué, pour la chronologie, qu'il y avait plusieurs manières de dater au Moyen-Âge, qu'on ne datait pas partout de la même manière. On datait soit le premier jour de l'année, c'était soit le jour de Noël, et donc l'année commence, vous vous souvenez, hein, ça commençait le 25 décembre, soit ça commençait le 1er janvier, soit c'était le style de l'Annonciation, et ça commençait le 25 mars, 9 mois avant Noël, comme vous savez, hein, soit c'était le style de Pâques. Eh bien, à la Chancellerie de France, à cette époque-là encore, on utilise l'ancien style, c'est-à-dire le style de Pâques. L'année commence à Pâques. Or, nous sommes au mois de février, dans l'ancien style. Donc, ça veut dire que jusqu'à Pâques, dans notre système à nous, nous sommes déjà en 1367. Donc, l'année commence, là, il suffit de vérifier, hein, je vous le dis tout de suite, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans Robert Delors, Introduction aux sciences auxiliaires de l'histoire, eh bien, il y a des tables chronologiques, hein, où on vous donne le début de l'année en style de Pâques. Voilà, mais de toute façon, au mois de février, on sait que Pâques tombe jamais au mois de février. Ça vaudrait la peine de regarder si ça tombait fin mars, début avril, parce que c'est toujours à ce moment-là. Alors là, on ne sait pas, imaginez que vous soyez le 28 mars, alors là, on ne sait pas si Pâques c'était avant ou après. Mais quand on est en février, on sait bien que Pâques n'a pas encore eu lieu. Donc si on sait qu'ils utilisent le style de Pâques, on sait qu'on est dans l'année, quand on voit ici 1466, on sait que dans notre style à nous, depuis le 1er janvier, on est en 1367. Donc vous voyez, l'historien doit penser à tout. Hein. Il doit savoir quel est le style utilisé dans la chancellerie. Suivant que vous êtes en Brabant, Principauté de Liège, Comté de Flandre, etc., vous n'avez pas... L'année ne commence pas au même moment. Donc vous pouvez avoir des dates différentes qui renvoient en fait à la même date dans notre style à nous. Donc ce n'est pas du tout une question de chevaucher qu'il faut un an parce que c'est la guerre de 100 ans, etc. Non, de toute façon, ça ne changerait rien, puisque de toute façon, il est marqué 66. Donc de toute façon, la date qui est là, ça doit être la même. Ce n'est pas une question que ça arrive ou que ça n'arrive pas. Ça va? Et de notre règne le tiers. Alors là, il suffit de comparer. Il faut savoir que le père de Charles V le Sage, c'est celui qui a construit la fameuse bibliothèque royale au Louvre, qui est l'ancêtre de la Bibliothèque nationale de France. Hein, c'est un roi érudit, intellectuel, qui a constitué une énorme bibliothèque pour son époque. Hein? Eh bien, c'était le fils de Jean II le Bon. On sait que Jean II le Bon est mort le 8 avril 1364. Alors, on va faire une petite ligne du temps, hein, et vous allez bien voir que c'est bien la 3e année. Alors, la petite ligne du temps. Donc, on va faire ça uniquement. Donc, on va bien voir. Bon, ça, ce serait donc la 1re année, 2e année, et il dit que c'est bien la 3e année de notre règne, la 3e année, le tiers. Eh bien, Jean II le Bon, il est mort le 8 avril. Oui, mais ici, j'ai pas de place. Ici, c'est volontairement que je l'ai mis horizontalement. C'est vrai, mais quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Hein. Ça va? Et puis, c'est très court. Donc, 1364. Ça, c'est la mort, donc, de Jean II le Bon. Il est mort à cette date-là, Jean II le Bon. Donc, il n'y a jamais d'intérim pour les rois de France. Vous connaissez certainement la phrase « Le roi est mort, vive le roi ». Donc, il n'y a pas d'intérim. Au moment où il meurt, eh bien, le suivant est déjà roi. Immédiatement. Donc, il n'y a pas d'intérim. Donc, vous allez jusqu'au 8 avril 1365, et puis vous allez jusqu'au 8 avril 1366. Ça va? Alors, on va voir si ça colle. Eh bien là, il y a un petit problème, parce qu'on devrait vérifier un petit peu. 1re année, 2e année... Eh bien oui, c'est juste, parce que j'ai point ligne n'a pas été assez longue, évidemment.
malin. Ici, on est en 1367. Hein? Vous avez ici, voilà, le mois d'avril. Donc, avril, avril, avril. Ça va? Donc, ceci, c'est bien la première année du règne de Charles V. Ici, la deuxième année du règne de Charles V. Et ici, la troisième année du règne de Charles V. L'acte est daté du 4 février, donc on se situe ici. Voilà. Le 4 du 2, 1367. Voilà. Eh bien, c'est bien la troisième année. Tandis que le 8 avril, pratiquement, lui, il est pratiquement mort à Pâques, si je puis dire. Donc on voit bien qu'on est dans la troisième année. Donc, c'est corroboré. Alors, par le roi en son conseil auquel vous étiez, alors, par le roi en son conseil, ça veut dire que le roi, il est entouré de conseillers. C'est ce qu'on appelle la curia regis, c'est-à-dire son gouvernement. Vous vous souvenez peut-être que dans le système féodo-vassalique, les vassaux doivent aider des conseils à leur suzerain. Et c'est qui ce auquel vous étiez? Le vous, c'est qui? C'est pas le roi, bien entendu. C'est le chancelier. Donc vous mettez que le vous, c'est le chancelier. Et que le gontier que vous voyez à la fin, c'est pas le chancelier, c'est le secrétaire du roi, c'est son notaire. Et donc le secrétaire du roi, il s'adresse non pas au roi, mais il s'adresse au chancelier, parce que c'est le chancelier. Le chancelier, il dispose de quoi? À l'heure actuelle, c'est un titre qu'on donne toujours d'ailleurs au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice en France, il est quoi? Garde des Sceaux. Garde des Sceaux, exactement. On dit garde des Sceaux en France, là, pour le ministre de la Justice. C'est le successeur des chanceliers, tout à fait. Donc, il s'adresse au chancelier parce que c'est lui qui garde les sceaux. Voilà. Excellent. Mais je sais que M. Durand aurait depuis longtemps son réjordant en sciences humaines. Hein. On continue. Voilà. Alors maintenant, il reste les caractères externes. Alors, là, je vais peut-être demander à M. Durand de revenir sur le tout premier acte. Le tout premier. Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, premier élément, c'est que la marge est assez large. Effectivement, c'est un acte royal. Mais ce n'est pas une charte, la charte d'origine, comment dirais-je, qui est la plus importante. La preuve, c'est qu'on voit que la justification n'est pas parfaite. Donc ça veut dire qu'on a accordé moins de soins à ce document-ci qu'à la charte de base, que vous n'avez pas malheureusement devant les yeux parce qu'on n'a pas le temps. Hein, on devrait comparer plusieurs actes ici, mais donc vous voyez ici, la marge est assez importante, mais la justification n'est pas parfaite. Parce que quand c'est la charte royale originale, mais là, c'est tout à fait droit ici. Hein, vous savez, c'est comme avec vos ordinateurs, tout simplement. Premier élément. Deuxième élément, c'est que l'écriture est assez soignée. C'est quand même pas n'importe quoi. Mais il n'y a que 4 initiales, alors que dans les chartes royales, là vous avez comment dirais-je, des initiales ornées un petit peu partout. Ici, vous n'en avez plus que 4. Le CH, le R, le A et un petit C. Ici, hein, il n'y a que 4 initiales qui sont marquées. Alors, le sceau, j'en ai déjà parlé. Ce ne sont pas des las de soie, parce que les las de soie, de nouveau, c'est quand on veut accorder beaucoup d'importance. Ici, en fait, vous avez compris que, et ça vous le notez s'il vous plaît, que ce n'est pas l'acte de base, je ne vais pas dire original, parce que c'est un original ici, bien entendu, hein, il y a toutes les marques qu'il faut, c'est un original, mais ce n'est pas le document originel qui prévoyait le dispositif premier. Dans la charte de base, il était question d'un don d'une terre qui produisait 6000 livres par an. Tandis qu'ici, c'est une disposition qui explique la mise en application de la décision initiale qui se trouve dans l'autre charte. C'est une mise en application. Et la mise en application, c'est quoi? Eh bien, c'est que dans l'immédiat, on ne te donne pas, toi, Jean Duc de Berry, la terre, mais on ne te donne que l'usufruit. Enfin, c'est pas l'usufruit, parce que juridiquement, c'est pas ce terme-là. On te donne la rente correspondant à ce que tu toucherais si tu avais vraiment la terre.
Donc c'est une application, une mise en application de la charte numéro 1. Ça va? Voilà. Alors, ben ça, c'est le commentaire diplomatique que je me permets de faire en même temps. Donc ici, vous pouviez mettre donc ici les marges, l'écriture, les sceaux. Ben, ça, j'ai pas mis. Hein, donc, marge, justification, qu'est-ce que j'ai dit aussi? L'écriture soignée, le sceau. Sinon 4 initiales. Oui, ça c'est dans l'écriture aussi. Hein. Ça va? Voilà. Alors, pour le reste, vous voyez que je ne m'attache pas vraiment au contenu, il y aurait plein de choses à dire, hein, si vous voulez chercher où se trouve le Berry, etc. Tout le détail, ce n'était pas mon propos aujourd'hui. Mon propos aujourd'hui, c'était simplement de vous montrer comment un historien travaille, que, il doit d'abord comprendre le document, c'est-à-dire du point de vue de l'écriture, du point de vue de la langue. Une fois qu'il a fait ça, ben, il doit essayer de comprendre le document en tant que tel, mais là, je ne me suis pas attardé à ça. Et puis surtout, il doit se poser la question, est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux, ce document? Et donc, il va commencer à comparer la date, il va faire les petits calculs que moi je fais, est-ce qu'il n'y a pas un moine, ou je ne sais pas, quelqu'un qui aurait trafiqué, tout ça. Alors il va vérifier si tout ça tient la route, si le sceau est bien le sceau qu'on aurait dû utiliser dans cet acte-là, etc. Il va faire de la critique. Il va faire la critique. Voilà. Et donc, vous avez bien compris que la diplomatique, ce n'est pas l'étude du contenu de l'acte, c'est l'étude de la forme de l'acte. Et on essaie de classer les actes suivant une typologie en fonction des caractères externes et internes de l'acte. Mais pas en fonction vraiment de son contenu. Donc, le premier document était ce qu'on appelle une charte, celui que vous n'avez pas vu. Et ici, c'est ce qu'on appelle une lettre dans la typologie diplomatique. Ça s'appelle une lettre qui émane de la chancellerie royale. Et pour bien montrer que ce document n'est pas aussi important que le premier, c'est que vous voyez que c'est un secrétaire, le secrétaire du roi, qui a signé et que le chancelier lui-même n'a même pas mis son visa. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, il y a déjà tellement d'actes qui sont produits par la chancellerie royale, eh bien que, ben voilà, c'est pour mémoire, il dit, ben, le conseil du roi auquel vous assistiez. Donc le chancelier lui-même n'a même pas mis son visa. Quant au roi lui-même, ben, il était au conseil, il a pris des décisions, et c'est à son secrétaire et à ses juristes à cette époque-là de tout écrire et de mettre ça en forme. Ce n'est pas le problème du roi de mettre ça en forme. Hein. Depuis le début du XIVe siècle, la fin du XIVe siècle, la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle, vous savez que le roi est entouré de légistes. Souvenez-vous, Philippe le Bel. Ben, Philippe le Bel, c'est un ancêtre, hein, de Charles V. Voilà. On termine ici. J'ai dit.